Bien écoutez, bonsoir. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous parler de la mole. Donc, j'aurais bien aimé vous poser une petite question au préalable. Bon, j'hésitais un peu, puis je vais quand même vous la poser. Qui parmi vous garde un excellent souvenir de la mole et de sa définition? Donc, si vous voulez bien lever les doigts, je me rendrai tout de suite compte. Ah, il y en a. Eh bien, bravo. Parce que il est vrai que la mole, c'est donc la dernière unité de base qui a été définie en 1971, donc c'est la plus récente, et malgré cela, on a toujours un peu des difficultés à comprendre sa signification et à l'expliquer à des étudiants. Et l'un des mérites de la redéfinition de cette unité, c'est sans doute de la rendre un petit peu plus compréhensible. Donc c'est ce que je vais essayer de faire au cours de cette conférence, qui sera articulée en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler, faire un petit peu d'histoire, vous parler de la redéfinition et de sa mise en pratique. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous expliquer en quoi consiste la métrologie en chimie au travers d'un certain nombre d'exemples. Et puis, je ne me suis pas présentée, mais Magdalene vient de le faire, donc ça fait à peu près 10 ans que je suis au LNE, en charge de la métrologie en chimie et en biologie. Alors, vous le savez, la mole, c'est donc l'unité de la chimie, la grandeur, c'est la quantité de matière, et c'est vrai qu'elle est toujours intimement liée à la masse, et si bien que pendant très très longtemps, elle a été appelée l'unité de masse chimique. Et donc, vous êtes peut-être quelques-uns à vous être demandé pourquoi on a besoin d'une unité propre à la chimie et pourquoi on n'utilise pas tout simplement la masse ou au moins le comptage de particules. Eh bien, une des réponses, elle figure sur ce slide. Donc, assez naïvement, j'ai représenté à quoi correspond une mole d'un certain nombre d'espèces, que ce soit des éléments, que ce soit des molécules. Vous voyez à gauche de l'écran 58-44 grammes de sel de cuisine, de NaCl, vous voyez une boule d'aluminium, vous voyez une certaine quantité d'eau. Donc tout ceci, c'est une mole. Or, on ne peut pas manipuler, bien évidemment, ces moles telles quelles, ni les convertir comme ça en masse, et c'est là qu'interviennent les notions de masse molaire sur lesquelles on va revenir, ainsi que la constante d'Avogadro. Donc la composition chimique, elle est bien évidemment primordiale lorsqu'on parle de chimie. Alors, quelques notions d'histoire. Il y a depuis à peu près 2 siècles plein de scientifiques brillants, pour beaucoup d'entre eux des physiciens, qui ont élaboré des lois et puis qui ont permis de faire émerger ce concept, que ce soit au travers de la théorie de l'atome, la loi des proportions multiples, la loi des volumes. Et Avogadro a été parmi ceux-là celui qui a pour la première fois montré du doigt quelque chose qui s'apparente à la mole en disant que le nombre de molécules de gaz contenues dans un volume avec une certaine température et une pression est toujours le même, quel que soit le gaz. Et donc là, on a déjà une relation entre une quantité de matière et un volume, et qui dit volume dit bien évidemment masse au travers de la masse, de la densité. Donc ensuite, il y a eu effectivement d'autres concepts qui ont vu le jour. Et l'avancée d'Oswald a été intéressant parce que il a étendu le concept des gaz au liquide en s'appuyant sur des masses molaires exprimées en grammes. Et c'est cette relation assez géniale entre la masse et la quantité de matière, en introduisant cette notion d'identification qui est propre à la chimie, qui a permis de définir ce que c'est qu'une mole. Donc comme vous pouvez le constater, entre la fin du XIXe siècle et la définition qui a été in fine adoptée en 1971 par la Conférence générale des poids et mesures, elle a subi un saut, puisqu'on part d'un nombre de molécules dans un gaz, donc c'est spécifique à un certain état,
a une définition qui est beaucoup plus globale et qui figure sur la droite de votre transparent. Donc la mole, donc avec le symbole mol, c'est la quantité de matière d'un système qui contient autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone. Et ce nombre, il s'appelle, c'est une constante d'Avogadro, dont le chiffre est spécifié, cela vous rappelle à tous des souvenirs, 6, 0, 22, etc., 10 puissance 23, mal moins 1. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on spécifie que les entités constitutives de la mole, elles peuvent être des ions, des molécules, des électrons, des particules. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est effectivement ces deux notions, c'est-à-dire la notion d'identification et la notion de quantification. Parce qu'avant de pouvoir énumérer ou peser ces espèces, il faut bien savoir ce que l'on fait et de quelle espèce il s'agit. Alors, une entité élémentaire, c'est quoi? Donc on vient de le voir, hein, ça peut être n'importe quelle espèce, ça peut être une molécule ou bien une entité. On doit effectivement en chimie manipuler des quantités qui ne peuvent pas être des quantités microscopiques, hein, et c'est la raison pour laquelle le chimiste il doit exprimer une équation chimique, et dans une équation chimique, on va parler d'atomes, on va parler de molécules, on va parler d'ions, mais on ne va pas parler de choses que l'on peut facilement peser. Et c'est là qu'intervient le nombre d'Avogadro qui permet de faire le lien entre le monde microscopique, si je puis dire, des atomes et un monde réel que les personnes peuvent manipuler, donc en gros peuvent peser. Et c'est cette connaissance de la constante d'Avogadro ainsi que de la masse molaire, comme on va le voir, qui permet aux chimistes d'exprimer ces équations et de travailler. Alors, la constante d'Avogadro, hein, le symbole c'est Na, c'est effectivement, s'exprime de la façon suivante. Si on considère grand N un nombre d'entités X, hein, puisque je suis obligée de dire X, parce que vous avez compris que ça peut être des entités très différentes, et si N, petit n, désigne la quantité de matière d'entité de cet échantillon, qu'on appelle la mole, eh bien la relation est la suivante entre les deux. La mole est égale à la quantité d'entité divisée par le nombre d'Avogadro. Et on a également une autre équation qui est très importante, qui est un peu le miroir de cette première définition, mais avec des masses cette fois-ci, c'est-à-dire que la quantité de matière ou la mole peut s'exprimer en fonction d'une masse de l'échantillon dont il est question, divisée par la masse molaire. Et cette masse molaire, pour la petite histoire, elle est constituée de la somme des masses atomiques relatives, donc c'est un chiffre adimensionnel, multiplié par la constante de masse molaire, qui est exprimée en grammes par mol. Et puis ce qui est intéressant effectivement de voir, que puisque la quantité, le nombre d'entités est sans dimension, et puisque N est exprimé en mol, et bien dans ce cas-là, la constante d'Avogadro, elle a bien pour unité mol moins 1, et on y associe une incertitude. Et l'intérêt de cette constante d'Avogadro provient du fait que lorsque l'on veut exprimer une masse d'une mole, on est plus ou moins, ça correspond au nombre de nucléons de l'espèce considérée. C'est-à-dire qu'effectivement, 16 dans le cas de l'oxygène, 1 dans le cas de l'hydrogène, 14 dans le cas de l'azote, etc. Voilà, donc c'est vraiment important pour pouvoir travailler et pour pouvoir effectivement réaliser nos expériences. Alors là, c'est un petit aparté parce qu'on en aura besoin lorsque l'on va parler de la mise en pratique de la constante d'Avogadro. Avant cette redéfinition, ça fait déjà bien 2 siècles que des scientifiques calculent cette valeur de la constante. Et il n'y a pas très très longtemps, elle était déterminée à partir de la masse molaire d'un électron en utilisant la formule suivante. Donc le nombre d'Avogadro est égal à la masse molaire atomique relative de l'électron, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, multiplié par la constante de masse molaire divisé par la masse de l'électron. Et la masse de l'électron, elle peut être exprimée à l'aide de constantes qui sont la constante de Rydberg, la constante de Planck, la vitesse de la lumière et la structure de la structure fine alpha.
Donc on a effectivement des moyens de calculer depuis très longtemps cette constante d'Avogadro, mais avec des incertitudes qui étaient extrêmement élevées. Alors, lors de la 25e conférence de la Générale des poids mesures en 2014, une résolution a été adoptée, comme vous le savez, pour redéfinir le système international. Et dans ce nouveau système, 4 des 7 unités de base, qui sont le kilo, l'ampère, le kelvin et la mole, seront redéfinies en s'appuyant sur des constantes de la nature. Et ces nouvelles définitions, elles sont établies à partir de valeurs numériques d'un certain nombre de constantes, la constante de Planck, de la charge élémentaire, la constante de Boltzmann et la constante d'Avogadro. Et l'intérêt de cette redéfinition, c'est d'aboutir à des valeurs qui seront très exactement définies. Et on parle d'un système qui est effectivement plus universel, global, et dans lequel il n'y aura plus aucun artefact. Alors, la nouvelle définition qui sera adoptée cette année, fin de l'année au mois de novembre, est la suivante. Vous la voyez sur la partie gauche de votre écran. Donc, le début est tout à fait semblable. La quantité de matière symbole n d'un système représente un nombre d'entités élémentaires spécifiées, avec effectivement la même chose, une entité élémentaire, peut-être un atome, une molécule, un ion, un électron, toute autre particule ou groupement spécifié. Ce qui change, c'est par contre que sa valeur va être définie en fixant la valeur numérique du nombre d'Avogadro, exactement 6, 0, 22, 14, 0,8, et puis encore plusieurs chiffres, 10 puissance 23, quand elle est exprimée en mol. Et comme vous le voyez, il n'y aura plus d'incertitude sur le nombre d'Avogadro puisqu'il sera fixé. Donc c'est ce qui apparaît sur ce transparent-là. Donc le nombre d'Avogadro étant fixé une fois pour plus, il est bien défini. Et par contre, la constante des masses molaires aura une incertitude puisqu'elle est déterminée en fonction du nombre de nucléons dans les atomes et qu'on peut avoir des fluctuations. Voilà. Donc ça, c'était un peu de théorie. Alors, les constantes de la nature. Les constantes de la nature. Donc, ces constantes, elles sont universelles, elles sont définies grâce aux théories de la physique fondamentale. Donc, on a la vitesse de la lumière, la charge élémentaire et tout ce que vous voulez. Et cette redéfinition du système étant universelle, elle va poser les règles de la mesure et de la métrologie. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les unités seront reliées les unes aux autres. Et comme je vous l'ai dit, elles seront fixées une fois pour toutes, donc il n'y aura plus de biais. Et effectivement, compte tenu de cela, on pourra facilement passer de l'ancien au nouveau système. On parle de continuité. Alors, ces 7 grandeurs et leurs unités de base, elles sont reliées entre elles, donc il y a plusieurs liens qui peuvent exister. Donc vous voyez ici les différentes grandeurs et les unités de base. Et elles sont, alors parmi toutes ces unités, depuis 1960, le mètre et la seconde étaient déjà déterminés avec des constantes qui sont effectivement, dans un cas, la vitesse de la lumière et dans l'autre cas, la transition entre la transition entre deux raies ultra fines de l'état fondamental du césium. En ce qui concerne la seconde et puis le mètre, il s'agissait effectivement de la vitesse de la lumière. Et demain, avec la redéfinition, les 4 autres constantes que vous voyez apparaître, donc Avogadro pour la quantité de matière, Boltzmann pour la température, Planck pour la masse et la charge élémentaire de l'ampère, permettront effectivement cette redéfinition des 4 unités restantes. Alors, ces constantes de la nature, on peut se poser la question comment les mesurer. Donc, moi, je vais vous parler très brièvement de 2 expérimentations qui sont totalement différentes. Donc, l'expérience de la balance de Watt ou de Kibble
et puis l'expérience d'Avogadro, la sphère d'Avogadro. Pour la petite histoire, alors tout d'abord, donc la balance de Watt, elle permet effectivement de déterminer la constante de Planck en reliant les forces électromagnétiques à la masse. Et puis l'expérience de la sphère d'Avogadro permet, en comptant le nombre d'atomes de silicium dans un cristal parfait, de remonter à la constante d'Avogadro. Pour la petite histoire, il y a je pense une quinzaine d'années, quand cette aventure de la redéfinition des unités a démarré, les instituts de métrologie qui sont responsables de la redéfinition de ces unités ont exprimé effectivement la volonté de participer à cette aventure, et le LNE a choisi l'aventure de la balance de Watt, donc a construit une balance de Watt qui se trouve sur le site de Trappes, alors que par exemple les Allemands à la PTB, nos homologues, ont choisi de travailler sur l'expérience d'Avogadro, et ce sont ces essais que je vais un petit peu vous raconter, puisque au LNE nous nous sommes focalisés sur la balance de Watt. Alors, ce qu'il faut également savoir, et c'est pour ça que le lien entre ces deux constantes de Planck et d'Avogadro sont importantes, c'est que le comité consultatif de la masse en 2013 a émis des recommandations pour que justement obliger à ce que plusieurs instituts fassent des réalisations expérimentales indépendantes avec une incertitude relative extrêmement basse, de façon à pouvoir comparer les données entre elles, et avec au moins un résultat avec une incertitude relative extrêmement faible. Donc ça, c'était l'exigence pour permettre d'envisager la redéfinition de ces unités. Donc comment est-ce que ça a été fait ? Alors, l'expérience de la sphère d'Avogadro, elle est pas récente, puisque les premières expériences datent de 1970, et par contre avaient à peu près le même principe, c'est-à-dire construire une sphère parfaite d'un cristal de silicium qu'il fallait ensuite caractériser. Or, les problèmes ont été nombreux. Ils ont été nombreux parce qu'il a fallu effectivement disposer d'une quantité de silicium naturel pur afin de construire cette sphère avec une taille suffisante pour pouvoir raccorder la sphère à la masse. Il fallait effectivement une sphéricité parfaite pour pouvoir mesurer le volume aussi bien que possible. Et puis, il y a eu également des difficultés sur la qualité du silicium, parce que, vous le savez peut-être, mais le silicium est présent sous à différents isotopes, le silicium 28, 29 et 30. Et donc, du coup, la détermination de la masse molaire était engendrée des biais, donc des incertitudes. Donc, l'avancée dans l'industrie électronique et puis l'avancée des technologies de caractérisation ont fait qu'il a été possible de fabriquer une sphère parfaite à base de silicium enrichi, donc qui contenait qu'un isotope, et de le caractériser. Donc vous pouvez vous imaginer que ce sont des manips assez lourdes qui ont donc nécessité des équipes assez conséquentes. Et voilà comment cela s'est fait. Donc je vous disais que l'expérience consistait à compter des atomes dans une sphère de silicium parfait. Donc si on exprime toujours notre constante d'Avogadro par rapport à la le volume molaire, on a la constante d'Avogadro qui est égale au volume molaire divisé par le volume atomique. Le volume molaire, qu'est-ce que c'est ? C'est le volume de la sphère multiplié par la masse molaire de silicium divisé par la masse de la sphère, donc que multiplie le volume atomique. Et on est en présence d'un cristal que je vous disais parfait, donc une structure cristalline qui est de type diamant cubique à face centrée, donc ça rappelle des choses à certains d'entre vous. Donc le volume de ce cristal, c'est tout simplement la longueur de la maille élémentaire à la puissance 3 divisé par 8. Pourquoi divisé par 8 ? Parce que dans une maille élémentaire, il y a 8 atomes de silicium.
Donc, on aboutit à une formule qui relie la constante d'Avogadro au volume de la sphère, à la masse molaire du silicium, à la masse de la sphère et à cette longueur de la maille élémentaire du cristal. Et maintenant, il suffit de déterminer les 4 facteurs qui sont dans cette équation. Donc, cette expérience, elle repose donc sur l'utilisation d'outils assez complexes, comme vous pouvez le constater. Donc, pour déterminer la masse molaire, on utilise, c'est le seul outil un peu chimique de l'équation là. C'est un ICP-MS, donc c'est un spectromètre de masse à plasma induit multicollecteur qui est extrêmement bon en résolution et qui permet facilement de distinguer les isotopes, parce que je vous racontais qu'en théorie, on n'a plus qu'un seul isotope, sauf que la théorie n'est jamais parfaite et qu'on a toujours un résiduel d'autres isotopes, parce que même si la pureté est de 99%, le 1% restant, il faut le caractériser. Ensuite, le comparateur de masse est utilisé pour avoir la masse de la sphère. L'interféromètre à sphère permet d'accéder au volume de la sphère, donc il a comme particularité de permettre à la sphère de bouger dans tous les sens pour avoir plein de données et donc avoir une bonne idée du volume de cette sphère. Et puis la taille de la maille cristalline A0, est obtenue par interférométrie à rayon X. Et puis ça, c'est déjà assez compliqué. Maintenant, il y a encore une autre complexité, puisqu'on est là plutôt dans la chimie, c'est que même si on a une sphère de silicium parfaite, dans un environnement extrêmement propre, il y a de l'oxydation et il y a des impuretés qui s'absorbent à la surface de la sphère et qui font que son poids et son volume ne sera plus aussi précis que ça. Donc il faut déterminer ces épaisseurs de couches absorbées à la surface du silicium de façon à rectifier, corriger le volume de la sphère et sa masse, parce que ces atomes vont contribuer à effectivement alourdir la masse. Alors on est dans des domaines extrêmement fins, ce sont des micro-nanogrammes, mais ça peut impacter le résultat. Et puis il y a également une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, ce sont les impuretés qui sont dans le monocristal de silicium, parce qu'il y a toujours des impuretés, je disais tout de suite, et par exemple, quelquefois, à la place d'un silicium, il y a comme par hasard un soufre qui se balade. Donc le soufre et le silicium, ils n'ont pas le même diamètre, ils n'ont pas la même taille, et donc on peut avoir une distorsion du cristal qui fait que ça va jouer sur la longueur de la maille cristalline. Donc la caractérisation des impuretés à la surface de cette sphère et à l'intérieur du cristal sont extrêmement importants à savoir. Donc, je vous racontais de 1970, donc c'était un petit peu les débuts, les prémices de cette expérience. Bien sûr, beaucoup d'avancées de résultats ont été obtenus il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et aujourd'hui, on arrive à mesurer cette constante d'Avogadro avec une précision extrêmement bonne. Vous voyez qu'effectivement, en 1865, on parlait de Loschmidt, donc la valeur elle était très différente de celle que l'on peut obtenir aujourd'hui. Et non seulement donc, la justesse de ces mesures s'est améliorée, mais en plus ça correspond à des gaps technologiques, et on le verra dans la deuxième partie de l'exposé. L'avancée technologique aide bien évidemment à affiner toutes ces mesures. Voilà, je vous parlais juste une petite remarque d'incertitude. L'incertitude n'existera pas quand on va attribuer la valeur à la constante d'Avogadro, et ça c'était simplement pour pouvoir comparer les expériences entre elles et avoir une certaine cohérence entre les mesures obtenues à travers la constante de Planck et les mesures directes avec la constante d'Avogadro. Voilà, donc là je termine la partie un peu théorique. On va passer à quelque chose de plus pratique, parce que bien évidemment c'est très important d'avoir une bonne précision de cette constante, mais la vie de tous les jours des métrologues est beaucoup plus pragmatique. Et je voulais juste aussi également un peu démystifier la métrologie en chimie, parce que quelquefois les gens ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière. Eh ben, je vais vous rassurer tout de suite, c'est très simple, c'est de la chimie analytique. Donc la chimie analytique,
Et j'ai repris la définition de l'encyclopédie universelle, parce que je trouvais qu'elle collait très bien avec nos préoccupations de métrologue en chimie. Donc c'est une branche de la chimie qui a pour but l'identification, la caractérisation et la quantification, donc ces trois mots sont importants, de substances chimiques, ainsi que le développement de méthodes nécessaires à cette analyse, et l'importance des méthodes, on va y revenir, c'est clé. Et puis, c'est une branche de la chimie qui s'intéresse à la compréhension des phénomènes mis en jeu dans les processus et les techniques d'analyse afin de pouvoir sans cesse les améliorer. Donc, c'est une définition qui colle très très bien avec ce que l'on est censé faire en métrologie en chimie. Alors, petite anecdote, c'est une métrologie qui est jeune par rapport à la métrologie en physique. Les unités de la masse et de la longueur ont été définies déjà en 1875. La définition de la mole, elle date de 1971, comme je vous l'ai dit. Et puis, ce n'est qu'il y a exactement 25 ans, donc en 1993, qu'a été créé le comité consultatif de la quantité de matière, le BIPM, pour justement réfléchir aux différentes façons de rendre nos mesures chimiques traçables au système international. Donc les concepts qui sont utilisés sont les mêmes, quel que soit le domaine de la métrologie, c'est-à-dire la notion de traçabilité des résultats de mesure au SI, afin de permettre une comparabilité des résultats de mesure, et ceci grâce à une référence commune. Alors, je voulais juste un peu expliquer pourquoi la traçabilité des mesures est importante, particulièrement en chimie, parce qu'on veut effectivement des méthodes qui soient exactes, bien évidemment, mais pas dépendantes de la méthode analytique. Ça, c'est un point important. On veut pouvoir assurer une comparabilité au niveau de la planète, donc on appelle ça une comparabilité spatiale, c'est-à-dire comparer des choses dans des pays différents. Assurer une stabilité temporelle, donc c'est particulièrement intéressant, et on va voir un tout petit peu après, dans le cadre du changement climatique, pour surveiller les évolutions à long terme. Et puis, vous avez tous, ceux qui ont malheureusement des analyses sanguines à faire, peut-être une fois entendu votre médecin vous dire, écoutez, restez dans le même laboratoire. Pourquoi ? Parce que effectivement, la comparabilité ou la traçabilité des analyses, elle n'est pas toujours donnée. Et puis, il y a tout un contexte réglementaire et normatif qui implique qu'on a envie d'avoir cette traçabilité. Alors, la notion de méthode, de processus analytique, il est clé. Parce qu'il faut effectivement, pour avoir des performances correctes, avoir une connaissance du comportement et du devenir de ces composés dans leur environnement qui est connu, maîtrisé. Ensuite, l'état dans lequel se trouve la substance est important. Est-ce que c'est quelque chose qui est volatile, qui est non volatile, qui est hydrophile, qui est hydrophobe ? Toutes ces questions-là sont importantes quand on veut définir un processus analytique. Et ce que l'on peut dire, c'est que la chimie analytique fait partie intégrante de la métrologie, puisque mesurer une concentration, qui est notre job quotidien, c'est de réaliser une analyse. Et l'importance des instruments, on l'a vu, est tout à fait vraie. C'est une science instrumentale, puisqu'on a des performances des performances améliorées au fil des années grâce aux avancées technologiques des méthodes. Alors, la métrologie, c'est la science des mesures, et assurer une traçabilité métrologique, c'est comparer. Donc, comparer à quoi ? Une référence, qui peut être une unité, une procédure de mesure, un étalon. Alors, juste aussi petit clin d'œil, quand on parle de traçabilité, souvent quand on parle avec les gens, ils confondent ça avec une traçabilité documentaire. Donc, la philosophie n'est pas si éloignée que ça, mais on ne parle pas de traçabilité ni d'un spécimen ni d'un document, mais bien d'un résultat de mesure par rapport à une référence. Alors, la chimie analytique, elle consiste, comme vous venez de voir, à appliquer un processus analytique et à mesurer la concentration d'une substance dans son environnement. Pour cela, qui dit processus analytique dit plusieurs étapes qui vont se succéder, du pré-analytique au post-analytique. Et l'objectif, c'est effectivement de ne pas perdre de l'information quand on accumule des étapes les unes derrière les autres. Et pour cela, on utilise ces trois piliers de la métrologie en chimie, que sont le processus de mesure qui est validé,
et on va utiliser des matériaux de référence, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais on peut aussi utiliser des comparaisons interlaboratoires, donc se comparer à d'autres laboratoires pour bien vérifier que son processus analytique est le bon. On a effectivement besoin, comme on vient de le voir, d'avoir une traçabilité des résultats de mesure en faisant très attention à la définition du mesurand. Donc le mesurand, c'est l'objet que l'on a envie de mesurer, en utilisant des appareils étalonnés, en utilisant des méthodes d'ordre supérieur, et on doit associer bien évidemment des incertitudes afin d'avoir confiance dans le résultat que l'on va donner. Et tout ceci pour effectivement éviter les duplications, mesurer une fois et faire en sorte que ça soit accepté par tous, ce qui est le propre de la métrologie. Alors, je vais vous parler des matériaux de référence. Donc là, c'est un petit exemple rigolo que l'on a eu en collaboration avec nos homologues allemands. Qu'est-ce que c'est un matériau de référence? C'est vraiment un outil qui est pour nous très important. Je vous parlais du processus analytique, et le processus analytique, il faut le valider. Valider, c'est tout simple. On applique le processus à un matériau que l'on connaît très bien, donc un matériau que l'on va en général acheter, qui est très similaire au produit inconnu que l'on veut mesurer, mais qui a un avantage, c'est d'être associé à un certificat qui donne la bonne valeur. En gros, si on veut, par exemple, mesurer le taux de pollution d'un lac en regardant quels sont les métaux qui ont été accumulés dans un poisson, par exemple le mercure, on va choisir un processus analytique et on va prendre un matériau de référence connu, on va lui faire subir tout le processus analytique et on va comparer la valeur que l'on a obtenue avec la valeur qui est écrite sur le certificat d'analyse, sur le certificat du matériau de référence. Et si le résultat est comparable, aux incertitudes près, on dit que notre processus analytique est validé et on va faire la même chose sur notre échantillon inconnu. C'est simplement pour un peu, là aussi, démystifier un matériau de référence, c'est quelque chose qu'on fabrique en allant piocher un poisson contaminé dans un lac, en le effectivement découpant, enfin en le tuant, en le découpant, et ensuite en le lyophilisant, en le broyant, en faisant tout un sort de choses, de façon à obtenir une poudre qui contient donc des restes de poisson, une matrice poisson, qui contient notre mercure, et on va ensuite attribuer une valeur à l'aide de laboratoires de référence, et ensuite le donner à des laboratoires de routine afin qu'ils puissent valider leur méthode. Donc ça, c'est vraiment un rôle des laboratoires de métrologie, c'est fabriquer ce type de matériaux. On va passer en revue là quelques exemples pour illustrer un peu mon propos afin que ça soit un petit peu plus vivant. Donc on va commencer par la santé, parce que la santé ça intéresse tout le monde. Donc quand vous effectivement vous pratiquez des analyses sanguines, vous voyez sur votre résultat que les résultats ils sont exprimés en millimoles par litre, donc c'est bien une unité SI. Et on va plus particulièrement parler du risque cardiovasculaire parce que c'est la première cause de mortalité dans le monde. Donc 31% de décès sont imputables au risque cardiovasculaire. Et une des causes les plus fréquentes, c'est donc l'accumulation de lipides sur les parois internes des artères qui cause donc une obstruction soit partielle, soit totale. Et on va plus particulièrement parler du cholestérol parce que le cholestérol est l'une des causes les plus fréquentes dans ceci. Alors, lorsque le médecin veut traiter un patient, il va évaluer le risque cardiovasculaire de ce patient, donc en regardant son âge, son sexe, sa pression artérielle, le fait qu'il fait du sport ou pas, etc. Et puis, il va également regarder le résultat de ses analyses sanguines, et en particulier la concentration de différents lipides dans le sang, que ce soit des triglycérides, le cholestérol total, tout ça, ça vous parle, le cholestérol HDL ou le cholestérol LDL, donc le bon et le mauvais cholestérol, c'est ce qui est expliqué par le médecin. Petite parenthèse, il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol, c'est juste les lipoprotéines qui vont transporter le cholestérol et qui font qu'il est mauvais ou qu'il est bon, puisqu'effectivement on appelle également le LDL cholestérol pollueur parce qu'il va effectivement boucher les artères, alors que le HDL cholestérol, le bon cholestérol, va effectivement nettoyer les artères. Je peux m'exprimer comme ça. Et puis effectivement ces lipoprotéines, elles ont des tailles différentes, on parle de granulométrie, donc des tailles très différentes les unes des autres.
Et une question qui s'est posée il n'y a pas très longtemps, c'est de savoir est-ce que ces biomarqueurs, est-ce que ces analyses, donc ces mesurandes, cholestérol total, triglycérides, cholestérol LDL et HDL, ce sont les bons mesurandes? Est-ce que ce sont vraiment eux qui peuvent aider à savoir si un patient a un risque cardiovasculaire élevé ou pas? Donc, question. Et effectivement, pourquoi on se pose la question? Parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'un médecin établit un traitement, il va regarder le risque dans sa globalité, et donc si une personne a un risque élevé, donc il est peut-être âgé, il boit, il fume, il a des valeurs de triglycérides et de cholestérol élevées, il va donner un traitement, par exemple des statines, de façon à ce que le taux de LDL cholestérol du patient descende en dessous de 0,7 g par litre s'il a un risque très élevé. Or, des études ont montré, il y a quelques années, que 50% des personnes qui avaient subi une attaque cardiovasculaire avaient des taux en cholestérol LDL tout à fait corrects. Donc, ils se sont posé la question de savoir, finalement, on regarde peut-être pas ce qu'il faut regarder, peut-être que doser le LDL cholestérol, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et effectivement, quand on regarde un petit peu plus près, je vous avais parlé du fait que les lipoprotéines avaient des tailles différentes. Il existe, donc les LDL cholestérol peuvent être à concentration identique sous des formes différentes, c'est-à-dire il peut y avoir des très petites particules, des moyennes particules, des grosses particules, et cette répartition, elle est différente selon les patients. Donc on parle de distribution granulométrique qui est différente selon les patients. Et on s'est aperçu qu'à concentration identique, les particules qui bouchaient les artères, c'était les petites particules et non pas les grosses. Et on peut faire un parallèle avec la circulation parisienne par exemple. Un nombre de passagers égal, si vous avez plein de voitures avec une personne, plein de voitures, vous avez effectivement une circulation qui est visqueuse. Si vous avez le même nombre de passagers, mais dans les bus, vous avez naturellement moins de bus et la circulation est plus fine. Donc c'est exactement la même chose avec le cholestérol, c'est-à-dire effectivement à concentration identique, passagers identiques, si on a des plus petites particules, c'est plus embêtant que d'en avoir des plus grosses. Alors, pour tout vous dire, là on est au niveau de la recherche, il y a des recherches qui sont en cours actuellement, on y participe avec des cliniciens, des patients, pour essayer d'établir une corrélation entre ces courbes, ces distributions granulométriques de LDL cholestérol et puis le risque cardiovasculaire. Et l'information ici, c'est vraiment la question de est-ce que je mesure ce qui a un sens, est-ce que je mesure ce qu'il faut mesurer. Donc c'était pour illustrer ceci. Un autre exemple concerne la surveillance de l'environnement et plus particulièrement des milieux aquatiques. Il y a en Europe une directive cadre qui oblige les États membres à surveiller la qualité de leur milieu aquatique, que ce soit les lacs, les rivières, les eaux souterraines, littorales, etc. Et régulièrement donc à faire des analyses. Or, là j'ai représenté le processus analytique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le pré, le analytique et le post-analytique et l'analyse à la fin. Au centre, pardon. Et effectivement, une des premières questions qu'il faut se poser, c'est effectivement l'échantillonnage. Quand on veut, par exemple, mesurer, analyser la qualité de l'eau du lac d'Annecy, il est pur, mais le lac d'Annecy, qui contient 1 milliard de mètres cubes d'eau, vous comprenez aisément que la notion d'échantillonnage est importante parce qu'on va effectivement récupérer un flacon ou 2 flacons de 100 ml, on va faire une analyse là-dessus, mais il faut que l'analyse soit représentative du lac dans sa globalité. Donc il y a des outils statistiques qui servent à prendre en compte cette donnée-là
de façon à pouvoir être représentatif. Donc ça, c'est une première question. Deuxième question, toute bête, c'est dans quel flacon je vais faire mon prélèvement, parce qu'il y a des substances qui ont la bonne idée d'être hydrophobes, par exemple, et de s'absorber sur la paroi du flacon. Donc on est tout content, on a déjà résolu le problème de l'échantillonnage, on a son flacon, on arrive au laboratoire, il n'y a plus rien dans l'eau, parce qu'effectivement tout s'est absorbé sur les parois. Donc ça fait aussi partie de nos préoccupations. Et puis ensuite, il y a tout au long de la chaîne analytique des questions à se poser. Par exemple, on doit effectivement préconcentrer, parce que même l'échantillon, si on a prélevé 100 millilitres, il est trop dilué, donc il faut le concentrer. Ensuite, il faut effectivement séparer les molécules les unes par rapport aux autres, on prend de la chromatographie par exemple. Ensuite, il faut quantifier, et puis ensuite transformer le signal, qui est souvent un signal électrique, en concentration molaire à l'aide d'étalonnage et de choses comme ça. Donc, vous voyez la complexité de la chose. Là, l'exemple que j'ai pris, c'est le glyphosate, parce que ça vous parle, hein, c'est le principe actif du Roundup. Et les concentrations, elles sont extrêmement faibles, elles sont de l'ordre du nanogramme par litre, donc ce sont des très très petites concentrations, d'où effectivement le soin qui doit être apporté à chaque étape, de façon à ne pas perdre l'élément. Alors, je voulais juste illustrer en quoi consistent ces concentrations, parce que c'est pas très parlant de dire c'est une concentration du nanogramme par litre. C'est l'équivalent de dissoudre un comprimé de pilule contraceptive qui contient le principe actif, une hormone, l'éthénylestradiol, de dissoudre ce petit comprimé-là, soit dans une piscine privative de 5 mètres cubes, pour atteindre une concentration proche d'une dizaine de nanogrammes qui permet sa quantification. Alors que si on dissolvait cette pilule dans une piscine olympique, on obtiendrait une concentration qui est 1000 fois plus faible. Et dans ce cas-là, les outils analytiques aujourd'hui ne permettent plus sa quantification, mais simplement de dire on est en présence ou non de ce polluant dans le milieu aquatique. Donc là, j'ai juste pointé du doigt la notion des limites de quantification qui sont associées aux avancées technologiques et aux outils instrumentaux que l'on utilise. Un autre exemple qui est également d'actualité, c'est l'exemple du changement climatique, avec en particulier l'acidification des océans. Donc comme vous le savez, vous l'avez tous entendu, l'océan joue un rôle important dans le changement climatique, tout simplement parce qu'il sert il agit comme un réservoir de CO2. Donc le CO2, lorsqu'il est absorbé dans l'eau, il se transforme en acide carbonique qui fait effectivement descendre le pH. Et ça fait très longtemps qu'on a des mesures pour justement suivre ce changement climatique, et toutes les discussions, elles ont lieu parce que justement on n'est pas très sûr de la comparabilité dans le temps et dans l'espace de ces données. Si on prend par exemple uniquement le pH, ce sont les valeurs qui sont indiquées en bleu clair dans le graphe. Donc ces mesures sont réalisées depuis une trentaine d'années, et on constate qu'il y a bien une tendance à la baisse. Donc on voit bien que le pH diminue, sauf que les fluctuations, les variations sont telles que c'est très très difficile d'en conclure quoi que ce soit. Par contre, les chercheurs pensent que depuis la révolution industrielle, le pH des océans a diminué de 8,2 à 8,1. Donc une diminution de 0,1 unité de pH, ça paraît comme ça pas très important, sauf que le pH c'est une échelle logarithmique, et donc par exemple le pH, comme vous le savez, 4 est 10 fois plus acide que le pH 5, et une diminution de 0,1 unité de pH de l'océan, ça provoque une acidification de 30%. Donc c'est énorme, d'autant plus que les chercheurs disent que d'ici la fin du siècle, il y aura encore une baisse drastique du pH des océans. Or, cette acidification, elle est très embêtante. Alors, elle menace directement les espèces qui, comme les coraux, vous en avez tous entendu parler, les coraux changent de couleur, les huîtres, les moules. Pourquoi? Parce que ces espèces-là, elles servent de régulateurs du pH en assimilant le carbone pour produire leur squelette, leur carapace. Et donc, le fait de subir des baisses drastiques du pH, ça les fragilise. Donc, ces espèces ne peuvent plus jouer leur rôle. Donc, elles meurent d'une part, et ensuite, elles ne régulent plus l'océan comme elles devraient le faire.
Et donc, pour évaluer et prédire toutes ces tendances, les océanographes ont besoin de mesurer avec des incertitudes très faibles, et vous voyez même avec des valeurs de l'ordre de 0,005 unités de pH, ce qui est extrêmement faible, et donc collaborent avec les météorologues pour arriver à pouvoir à obtenir des valeurs aussi exigeantes. Alors, pour terminer, j'ai encore un exemple qui est la surveillance de la qualité de l'air. Donc la qualité de l'air, c'est la deuxième préoccupation des Français, après l'emploi. Vous ne saviez peut-être pas, mais c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les Français. Il y a un certain nombre de polluants qui sont réglementés, parce qu'il y a des directives européennes qui nous obligent à mesurer ces polluants. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la qualité de l'air évolue, c'est-à-dire que la qualité de l'air d'hier n'est pas la même qu'aujourd'hui. Par exemple, on trouve de moins en France de métaux, de SO2, de CO, mais il y a encore un certain nombre de polluants qui sont très problématiques, donc le dioxyde d'azote, tout ce qui est dû au diesel, des particules fines, ce qu'on appelle les particules fines, ce sont des particules qui ont des diamètres inférieurs à 2,5 ou 10 microns, donc elles ne sont pas si fines que ça, mais tout est relatif, et puis l'ozone. Donc, compte tenu de ces enjeux sanitaires et économiques, puisque qui dit effectivement préoccupation sanitaire dit effectivement mort annuelle due à la qualité de l'air qui n'est pas satisfaisante, il y a un dispositif français qui s'est mis en place par le ministère de l'Environnement, déjà il y a une petite trentaine d'années, afin de mesurer chaque jour, partout sur le territoire, la qualité de l'air en fonction des polluants que je vous ai cités. Et donc il y a deux organisations qui ont été mises en place, dont les ASCA, qui sont les associations agréées de la surveillance de la qualité de l'air, Airparif, je pense que vous connaissez tous le ballon Airparif, et puis le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, auquel nous appartenons à LNE, et dont la mission est de s'assurer de la qualité de ces données. Donc pour ce faire, il y a effectivement des outils qui sont mis en place, des outils d'assurance qualité comme l'accréditation, des audits, des contrôles de conformité technique, puisque ce sont des appareils qui sont utilisés pour mesurer cette qualité de l'air. Et puis il y a des outils métrologiques qui permettent de faire en sorte que toutes les mesures qui sont réalisées sur le territoire français, outre-mer compris, soient raccordées à une même référence, par le biais effectivement de matériaux de référence ou d'étalons de référence. Et ceci est fait en fabriquant, donc ça ce sont quelques photos de notre laboratoire, donc pour pouvoir fabriquer ces étalons, et ces étalons ce sont des bouteilles, que vous voyez sur l'écran en bas à droite, donc ce sont des bouteilles de gaz avec de l'air ou de l'azote dans lequel il y a ces polluants réglementés, et ce sont ces bouteilles qui vont circuler dans les associations pour permettre le raccordement de leurs analyseurs et afin d'être sûr que les valeurs qu'ils vont remonter au niveau français, qu'on va remonter au niveau européen, soient effectivement de bonne qualité. Et pour la petite histoire, on parlait de pureté tout à l'heure, quand je vous parlais de la sphère de silicium. C'est exactement la même chose, c'est une préoccupation que l'on a aussi quand on fabrique des matériaux de référence. Parce que notre matériau de référence, notre bouteille de gaz, elle a une matrice, donc on va prendre de l'air pur ou de l'azote pur. On va donc mettre une petite quantité de notre polluant d'intérêt, dont on va déterminer la concentration dans cette bouteille. Or, comme tout à l'heure, même si on achète un gaz très pur, il n'est jamais pur. Il peut être pur à 99,9%. Les 0,1% restants doivent être analysés. Donc on fait ça avec un laser au laboratoire. Et là, vous voyez sur le graphe de droite qu'un air extrêmement pur contient quand même du NO2, du NO, du SO2 et du CO. Donc on est obligé effectivement de le caractériser.
Et une fois qu'on a caractérisé ça, on peut effectivement définir notre concentration dans le produit fini et utiliser cette bouteille pour effectivement raccorder les outils de la qualité de l'air. Donc, si vous regardez les cartes sur Air Tarif, avec des couleurs, parce que c'est toujours des jolies couleurs, ben vous pouvez être confiant dans les résultats qu'ils donnent, parce que c'est nous qui assurons le raccordement de ces mesures. Alors, ce que je voulais effectivement dire avant de conclure, c'est qu'on a vu au travers de ces différents exemples des outils métrologiques, donc des notions qui sont importantes, comme effectivement, est-ce qu'on mesure bien la chose que l'on a envie de mesurer? Est-ce que le mesurand, c'est bien celui-là qu'on veut mesurer? Ensuite, la problématique, l'importance des limites de détection et de quantification, parce que de plus en plus, on va mesurer des produits à l'état de trace ou d'ultra-trace. L'utilisation de matériaux de référence pour valider notre méthodologie, et puis l'importance des incertitudes de mesure, puisqu'effectivement, on veut avoir confiance dans les résultats que l'on fait. Donc, en conclusion, si je reprends un petit peu l'ensemble de l'exposé, il n'y aura pas beaucoup de changements pour le métrologue de base, c'est-à-dire pour nous, lorsque l'on va effectivement, on va fabriquer nos étalons, faire les raccordements. Par contre, on peut effectivement espérer que, compte tenu du fait que les valeurs du codata seront plus précises, nos raccordements seront également plus précis. Donc, au-delà de nos recherches amont pour redéfinir les unités, on n'est pourtant pas arrivé au bout de notre peine, parce que tous les jours, on voit apparaître de nouvelles molécules. Alors, ce n'est pas uniquement parce que les industriels sont très innovants et fabriquent des nouvelles molécules tous les jours, mais c'est parce qu'on a des appareils, des méthodologies qui sont de plus en plus poussées et qui font qu'on détecte aujourd'hui des choses que l'on n'avait pas vues hier. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est qu'on a de plus en plus des produits qui se décomposent, et donc les produits de décomposition, ce sont des nouvelles espèces qu'il faut également mesurer. Donc, on est effectivement obligé non seulement de produire ces outils, mais également de réfléchir à un certain nombre de choses de façon à pouvoir être en mesure de se rapprocher des nouvelles pratiques des laboratoires d'analyse. Parce qu'effectivement, on est confronté à des situations où les analyses se font de plus en plus sur le terrain, donc on est obligé aussi de s'intéresser à raccorder des appareils qui sont sur le terrain et non plus dans des laboratoires bien protégés. On est de plus en plus confronté à de nouvelles matrices. Par exemple, avec ce que vous entendez parler de la biodiversité, on est de plus en plus obligé de s'intéresser à mesurer les choses dans la biote, dans des poissons, dans des espèces qui compliquent un peu notre système. On est de plus en plus obligé de s'intéresser à de nouveaux domaines. Donc le domaine de la santé que je vous ai présenté ici, il est récent. Ça fait que depuis une quinzaine d'années qu'on sait comment établir une traçabilité lorsque l'on mesure un biomarqueur. C'est très très récent. De plus en plus, on aura des nouveaux domaines, par exemple la biochimie, la chimie moléculaire. Ce sont des domaines pour lesquels on ne sait pas encore comment on va faire ce raccordement. Donc c'est l'avenir. Et puis je ne vous cache pas que même en biologie, quand on parle par exemple d'activité enzymatique, je ne suis pas sûre qu'on pourra y répondre avec la mole. Il sera peut-être important de définir une autre unité propre à la biologie. Donc ce sont effectivement des avancées qui font que le métier de métrologue, il évolue de jour en jour afin de pouvoir répondre à des exigences qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, comme vous l'avez compris, on s'attache non seulement à faire de la quantification, mais on est surtout confronté à des questions d'identification. Qu'est-ce que l'on veut mesurer? Comment on va le mesurer? Et pour toutes ces raisons, j'espère avoir répondu à la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une unité propre à la chimie? Eh bien oui, parce que justement, on est confronté à toutes ces questions-là.
Voilà, et bien écoutez, j'arrive à la fin de l'exposé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je souhaitais remercier mes collègues, donc notamment mon collègue allemand qui m'a donné quelques billes pour vous parler de l'expérience d'Avogadro, et puis mes collègues, dont la plupart sont ici, qui m'ont enrichi et donné des exemples que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Voilà, merci beaucoup.